Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Puisque nous parlions de différenciation sonore, il faut nous pencher sur une œuvre en particulier de Bartók, qui est le 4e mouvement de sa suite en plein air, les musiques de la nuit, dans lequel il nous montre qu'il est très sensible à cette caractérisation du timbre qui va être une des grandes aventures du siècle. Il nous propose au début de cette musique une chose très étrange, une sorte de cluster, non pas d'harmonie, non pas de sons isolés, mais un paquet de sons assez indifférenciés et qui nous fait penser à l'écoute d'un instrument comme une cymbale, par exemple, qui n'aurait pas de hauteur déterminée. Et en fait, l'attaque n'en est pas vraiment déterminée non plus, puisque les sons se font entendre les uns après les autres. Toutefois, Bartók pointe l'attention sur l'un de ces sons plutôt que sur un autre à tour de rôle. Alors, c'est suffisant pour briser le phénomène du son indéterminé et fixe, du phénomène obstiné qui ne serait pas suffisamment intéressant pour lui, mais c'est sans doute pas assez pour que nous entendions ceci comme une vraie mélodie. Nous sommes donc à la frontière entre différentes catégories, bien incapables de définir exactement ce qu'il se passe. Nous voyons donc bien que Bartók, comme grand créateur, qui s'interroge sur différentes dimensions dans l'art de créer avec des sons, eh bien s'interroge sur ces frontières entre catégories. Et il va le faire d'autres façons maintenant. Ainsi, il va se laisser inspirer par ces musiques de la nuit, donc tous ces cris d'oiseaux, ou signaux acoustiques qu'il aura entendus dans une nuit, réalisant que donc il s'agit de sources venant d'espaces différents et intervenant à des moments inattendus. Il va donc composer une composition où il nous sera impossible de prévoir à quel moment interviendra quel signal acoustique, appelons-le comme cela. Nous ne saurons pas plus du reste d'où ce signal acoustique provient, dans quel registre il interviendra. En voici quelques exemples. Dites-moi de quoi il s'agit. Un intervalle? Est-ce que nous entendons Fa dièse Sol? Sûrement pas. Est-ce qu'il s'agit d'un embryon de mélodie? Encore moins. Est-ce qu'il s'agit d'une façon de faire un rythme? Certainement pas. Là encore, nous sommes obligés d'employer des termes nouveaux pour parler de ce que nous vivons sous la plume de Bartók. Deuxième élément, là nous pouvons reconnaître, nous pouvons catégoriser un peu plus cet objet en quelque sorte. Néanmoins, il a une étrangeté certaine. Et ainsi de suite. Ou encore, bref, je joue le début de cette musique ou quelque chose qui lui ressemble, alors que la musique est composée avec une précaution extrême, on a vraiment la sensation d'une musique qui redéfinit les règles du jeu
en matière de qualité sonore et aussi de temps. Pardonnerez pour l'approximation du rendu de la pièce. Je me suis aperçu que j'ai oublié la partition juste avant de commencer le cours et que je ne l'avais plus suffisamment en mémoire pour le jouer textuellement. J'espère néanmoins avoir illustré mon propos. En fait, on s'aperçoit que ce besoin de créer des timbres nouveaux est naturellement mis en pratique de façon extrêmement différente selon les compositeurs et que les résultats, naturellement, sont aussi d'une variété confondante. Et je vous propose de nous pencher sur la 10e sonate de Scriabine pour voir comment il se livre à ce jeu-là. En réalité, nous allons observer plusieurs choses. Nous allons observer comment il travaille avec un matériau de motifs plutôt que de thèmes, et comment des très courts motifs vont être agencés ou se succéder ou être combinés les uns avec les autres pour faire des petits réseaux de motifs. C'est plutôt ainsi que j'aimerais décrire son travail dans cette dimension-là. Ensuite, nous allons voir comment une musique qui, au départ, est finalement très reconnaissable dans sa façon d'être organisée, des mélodies, des harmonies, comme toujours, j'allais dire, de plus en plus devient véritablement peu descriptible et inouï. C'est-à-dire comment, notamment, le phénomène vibratoire, en particulier le trille, va non pas déstabiliser, mais irradier complètement cette musique. Alors, ce travail de trille qui se greffe peu à peu pour envahir finalement tout un tissu va être très différent du travail beethovénien de l'opus 111. Néanmoins, il est intéressant de voir comment finalement les deux compositeurs ont travaillé sur une idée assez proche, pour tous les deux s'éloigner infiniment d'une simplicité originelle. Alors cette simplicité, la voilà, au début de la sonate, des intervalles très simples, très purs, disons pour nous un premier motif, que nous ne entendrons pas très souvent, c'est plutôt comme un signal de départ, et par contre, un motif bien plus important, une petite mélodie contournée qui va vraiment tisser la dramaturgie de cette sonate. Et pour lui répondre, un tout petit motif très caractéristique que nous retrouverons sous différentes formes. Dès que nous répétons le même enchaînement de motifs, nous nous apercevons que l'espace s'est ouvert, bien sûr, mais qu'aussi Scriabine ajoute un motif. Et il procédera toujours ainsi. En fait, après cet énoncé, en quelque sorte, voilà finalement les éléments reconnaissables avec lesquels je vais jouer, eh bien la musique commence et l'ardeur profonde mais encore voilée de cette musique commence son épanchement.
déjà le premier motif, celui que je vous ai demandé de bien retenir, vient nous rappeler la pureté originelle avec sa sonorité cristalline. Alors on voit bien d'un côté une sonorité très charnelle, très passionnelle, et d'un autre côté une sonorité beaucoup plus épurée. En fait, c'est vraiment à travers la qualité sonore que Scriabine va, passez-moi le terme, faire passer ses idées. Lorsque, pour conclure cette première page, nous allons reconnaître notre premier enchaînement d'idées, elles seront toutes là, mais Scriabine en ajoute encore une. C'est la suivante. Un éclair, une mélodie suivie d'un trille qui tout d'un coup apporte de l'électricité dans l'air et nous laisse pressentir de la suite des événements. Et en fait, pour ouvrir une dernière dimension, un dernier moment de lumière dans ces pages, Scriabine nous fait entendre cette matière triée qui, pour lui, qui va devenir emblématique de cette 10e sonate, 3 fois, avec une harmonie bien reconnaissable et en nous indiquant combien il souhaite que ces quelques secondes d'éblouissement soient lumineux et vibrants. Eh bien, en fait, cette vibration du trille va toujours maintenant revenir de plus en plus fréquemment pour rendre l'émotion, ou l'inquiétude, ou le côté haletant dont la musique débute, dont la musique commence, pour rendre bien, ces dimensions toujours plus flamboyantes. Ça, c'est très Scriabine, et tout d'un coup, ça, c'est très 10e sonate. Et on continue comme cela, et on s'aperçoit ensuite que la mélodie que je vous avais demandé de bien retenir, qui s'imite elle-même, en cascade en quelque sorte, est maintenant infiltrée, si j'ose dire, par la matière triée. Va vraiment s'infiltrer partout. Bientôt, par exemple, lorsque nous entendrons une seconde version, vous savez, de ce dernier motif que nous avons vu naître, cette étrange mélodie suivie d'un trille, qui maintenant acquiert un rythme et un profil de joyeuse exaltation, avec un timbre assez cuivré. Eh bien, là encore, le trille se fera entendre, mais cette fois-ci sous forme d'une sorte d'harmonie en vibration. Ça pas simplement un trille bien focalisé, tel que nous le connaissons, c'est vraiment tout un complexe de sons qui est mis en vibration. Nous sommes donc à la frontière de deux mondes. Harmonie triée, trémolo, large, comment pouvons-nous le définir? Mais nous sommes aussi à la frontière d'un monde à un autre point de vue. En effet, la mélodie que je viens de jouer
accompagner. Elle reçoit son harmonie. Une première et une seconde. Mais comment ces harmonies sont énoncées? Eh bien, une fois en les arpégeant vers le bas, un peu lent en triolet, une fois arpégé vers le haut, mais un peu plus rapide, on voit qu'en fait, on n'est plus dans un monde clairement défini, vertical, horizontal, mélodie, harmonie. Tout, en fait, est dans l'ambiguïté. On est dans un monde diagonal où les catégories, telles qu'on les connaissait, disparaissent. Et ce monde global de Scriabine, où les mouvements internes d'une grande harmonie, timbre, ont des directions multiples et intriquées, eh bien, ce monde-là est à l'œuvre. Et nous allons le voir se développer peu à peu. En effet, quand bientôt nous réentendons notre thème que nous connaissons bien maintenant, sous sa forme d'origine, la deuxième fois, nous notons bien sûr que le tri fait son apparition, faisant en quelque sorte, agir un hyperchromatisme, 3 notes extrêmement resserrées pour créer une volupté douloureuse. Ce sont les termes de Scriabine. Et quand recommence la musique ardente que nous connaissions tout à l'heure, eh bien, le tri qui est venu envenimer le tout laisse des traces qui viendront ajouter au contexte général une dimension de vibration soupirante très particulière. Pour finalement gagner dans une sorte de cri de joie subite. Un peu plus loin, eh bien, Scriabine est emporté par sa vision, quelque part. Nous voyons que le tri n'est plus unique, il est répété et sauvagement. Maintenant, ce n'est même plus un tri, c'est une répétition d'accords. C'est comme si l'accord ne se suffisait pas de la vibration de 2 trilles ou de 2 harmonies trilles, mais que pour lui donner encore, eh bien, plus de vibrations, Scriabine le répétait dans un geste qui est plus que post-romantique, qui est ici aussi un geste de travail de la sonorité elle-même. Plus tard, tous nos petits motifs vont s'agglutiner les uns aux autres. Tout au moins, ils vont en fait venir dans cette sorte de gigantesque opération de synthèse à laquelle Scriabine va se livrer. Musique bien connue, mais que nous combinons avec la mélodie que je vous ai demandé de retenir. Et puis, une autre fois, cette même mélodie, et puis le trille, qui vient en quelque sorte déstabiliser le tout en nous menant vers des sphères tout à fait hallucinées. Un peu plus loin, le trille gagne du terrain pour finalement se transformer dans un phénomène vibratoire très généralisé. On s'aperçoit que
notre thème, énoncé ici de façon radieuse et puissante, est environné, j'allais dire, d'harmonie éclaboussante en trémolo, comme un tri rayonnant. En fait, c'est beaucoup plus que cela. C'est bientôt presque une sorte de cluster. Et ce sont finalement des paquets de notes éclaboussants, presque une saturation harmonique. Oui, c'est bien du scriabine que nous entendons pour finalement culminer avec des sonorités jamais entendues au piano jusqu'alors. En fait, il y a presque un côté dangereux dans cette façon dont on part d'un univers bien défini pour s'épancher finalement vers une sorte presque d'éparpillement. Il faut peut-être, pour comprendre ce processus gestuel et acoustique, se rappeler du rêve qui a inspiré cette pièce à Scriabine, qui était ce rêve très étrange, où il voyait en quelque sorte que le psychisme humain trouvait sa continuité dans les végétaux et dans les animaux de ce monde, et qu'il y avait une correspondance très proche entre son propre vécu et les formes ou les comportements animaliers ou des végétaux. Il y a donc une sorte, quelque part, de pulvérisation dans le monde environnement d'un être, d'un humain, disons, de rêve et de vision, qui explique peut-être qu'à la fin de cette pièce, en effet, les éléments que nous reconnaissons comme nos éléments motiviques paraissent totalement éparpillés. Oui, c'est bien le thème que nous connaissons, ici aussi, mais les éléments semblent déconnectés dans ce passage frémissant et ailé. Il faut bien sûr se rappeler que parmi les animaux, eh bien, Scriabine songeait particulièrement aux insectes, puisque les insectes étaient le fruit des rayons du soleil ou des baisers du soleil. On a donc une sorte de transmatérialité quelque part, je ne sais pas si le terme existe, mais décidons qu'il existe un instant pour le luxe de cette coda. En tout cas, cette sonate, je crois, illustre de façon exemplaire la façon dont on peut, d'une certaine façon, s'emparer du phénomène acoustique pour donner une sorte de trajectoire en déploiement à un matériau de départ. Nous avons donc observé jusqu'à maintenant comment on pouvait faire une recherche sonore pour mieux, pour rendre plus sensible une idée ou une quête spirituelle. C'était le cas de Beethoven. Nous avons vu comment la transmutation du chant en sonorité instrumentale chez Chopin pouvait inviter à un rapport à l'instrument, le rapport de l'auditeur, le rapport auditif ou le rapport de l'interprète, qui était d'un raffinement extrême.
Nous avons vu avec Debussy comment une recherche non pas systématique, en fait très libre, mais extrêmement radicale sur certaines données de langage permettait de créer des complexes sonores nouveaux et très renouvelés. Nous avons vu avec Bartók comment la recherche d'une différenciation poussée pouvait remettre en question la façon de produire et de concevoir des sons. Nous avons vu juste maintenant avec Scriabine comment on pouvait aller aux frontières entre catégories traditionnelles en pratiquant une recherche de la sonorité et de sa transformation qui était extrême. Eh bien, j'aimerais terminer par quelques exemples d'œuvres du compositeur Marco Stroppa, qui s'est penché sur la recomposition, je crois qu'on peut l'appeler ainsi, de sons instrumentaux à partir de sa double culture de pianiste, donc une connaissance de l'instrument et de son monde, et du monde informatique, donc une compréhension dans la façon de redéfinir. Son but, après une expérience alliant sons instrumentaux et sons informatiques, donc un domaine, les sons instrumentaux, riche de tradition, mais limité par excellence, avec un domaine, au contraire, qui devait être fertilisé par une tradition de longue date, mais qui avait alors un espace de liberté considérable. Son but était de composer des œuvres pour piano seul, mais qui permettait d'enrichir les possibilités de l'instrument de façon à le faire sonner d'une façon plus riche et nouvelle. Pour ce faire, il est parti naturellement des possibilités de l'instrument lui-même, c'est-à-dire des richesses de la résonance, c'est-à-dire toutes les façons possibles de combiner des résonances, en particulier des résonances harmoniques. Et il s'est demandé comment peut-on enrichir cette dimension. Alors, il a utilisé pour ce faire un moyen qui a été utilisé avant lui à un certain nombre de reprises, d'une façon assez systématique par Karl-Heinz Stockhausen dans son Klavierstück 7, qui consiste à créer un jeu de résonance harmonique en jouant une note et en maintenant lever l'étouffoir d'une note, je dirais, familière avec elle. Si je maintiens par exemple baisser une touche, donc lever un étouffoir d'un Do, autrement dit, si ce Do va pouvoir rentrer en résonance à partir du moment où on l'excite, si je joue un autre Do, eh bien dans ce cas-là, il va résonner d'une façon assez présente. Et même chose pour toutes les harmoniques du même son, à ceci près que plus je monte dans la série des harmoniques, moins j'aurai de résonance. Sur certains pianos, même fort peu au bout d'un certain moment. En tout cas, à partir du moment donc, où on joue ce jeu-là en combinant ces sortes de résonances de l'ombre quelque part, on peut enrichir le timbre d'un son. Imaginons par exemple que je joue le même Do grave en maintenant enfoncé 3 de ces harmoniques pour qu'elles résonnent par sympathie. La richesse de ce son sera transformée. Sa couleur sera tout à fait différente.
Alors, les règles du jeu, c'est cela, c'est qu'au début de chacune des pièces, on maintient enfoncé un certain nombre de notes qui seront toujours en résonance pendant la pièce et qu'on maintient enfoncé à l'aide de la pédale médium de l'instrument. Qu'est-ce qui se passe? Si je joue donc un si bémol grave, vous entendez que tout un jeu de résonance est à l'œuvre. Et naturellement, chacun des sons aura une coloration différente selon son rapport à l'harmonie résonante, en quelque sorte. Voilà, c'est la règle du jeu, sachant que ceci est la base et que le reste du temps, rien n'empêche, avec les mains, les doigts libres, de maintenir d'autres notes en pression, de manière à enrichir, disons, localement la sonorité de tel ou tel son. Maintenant, le début de sa pièce, qui s'appelle Innige Cavatina, un hommage à la cavatine de Beethoven, du Quatuor opus 130, eh bien, consiste à colorer chacun des sons de sa mélodie. Au lieu, par exemple, d'énoncer une mélodie en nous disant d'abord, il la balade un peu partout. Mais au lieu de la colorer, disons, à la Messiaen, par exemple, avec chaque fois une harmonie particulière, comme on l'a vu hier, il va la colorer à sa façon et avec les moyens qui sont à sa disposition. La première note, par exemple, qui est déjà enrichie, bien sûr, par l'accord de l'ombre, je vais l'appeler désormais l'accord de l'ombre, est également enrichie par ses deuxième et troisième harmoniques énoncées de façon très discrète, simultanément. Donc une couleur très particulière. Le deuxième son, lui, un sol, ne va pas être enrichi, il va plutôt être troublé ou caché par une sorte de masque, comme si, alors que ce son est bien centré, on fait entendre un paquet de sons autour de lui, un peu trop fort, qui le cache. Mais lorsque ces sons sont tout d'un coup enlevés, on découvre le sol. Donc il y a un jeu de cache qui fait qu'on le découvre après coup. Le La bémol, ensuite, aura une petite tache autour de lui pour le brouiller un peu, mais pas trop. C'est comme Bartók tout à l'heure, quelque part. Le Si bémol en haut aura la même petite tache, mais comme il est beaucoup plus haut et plus fort, ça fait juste une toute petite trouble dans l'acoustique. Le Sol qui suit aura une sorte de complément bien prononcé, presque harmonique. Et le Fa sur lequel on arrive, enfin, qui, comme chacune des notes, à cause de notre accord de l'ombre, réveille des résonances harmoniques, bien sûr, qui changent de piano, d'instrument à instrument. Vous entendez, il y en a un peu de partout. Alors, à l'intérieur de ces résonances, à l'intérieur du son lui-même, le compositeur nous invite à aller chercher, et dans la résonance, de réveiller plus ou moins telle partie cachée ou de l'enrichir, bref, de se faire une sorte de petit ricercar acoustique dans la petite fenêtre ouverte par cette note. Et ainsi de suite. Alors, je joue cette première phrase, qui est entendue comme une phrase mélodique, mais avec une très grande imagination dans le travail des sonorités.
Et puis je continue. Il y a une levée. Et on continuera. Je joue le cantus firmus, disons, le squelette. C'est la continuation de notre mélodie cachée, et bien cachée. Évidemment que si on ne connaît pas le titre, il serait bien difficile de voir où est la référence. Et maintenant, je fais entendre la version habillée acoustiquement par tous ces gestes acoustiques. À la fin, nous nous sommes fixés sur un dernier si bémol, adjoint d'un ré bémol, définissant une tierce. C'était la note principale, la note de notre structure. Et peu à peu, à l'intérieur de cet intervalle, un tri, une vibration très rapide est venue faire une sorte de jeu parasite avant d'élargir encore l'intervalle pour le repos final. On voit donc comment un travail qui a été plus global chez d'autres compositeurs devient un travail très systématique ici, un travail local qui donne à cette musique tout son côté véritablement inouï. Je propose de se pencher maintenant sur une autre de ces pièces qui s'intitule Moai. Alors, ces pièces sont des pièces qui s'intitulent Miniature Estrose, des miniatures, même si elles sont bien plus que des miniatures, étranges, un terme intraduisible en français. Celle-ci fait référence, bien sûr, Moai, à l'île de Pâques, et à ses statuts en particulier. Et sa structure, ce sont des grands accords verticaux qui rythment la pièce, comme les statuts. Et entre-temps, eh bien, c'est notre façon de vivre ce phénomène de façon beaucoup plus subjective, de l'observer en quelque sorte. La pièce commence par un choc abrupt, comme un coup de foudre dans un ciel serein, ce sont les mots du compositeur. Et en fait, que se passe-t-il ? Eh bien, comme toujours, un choc provoque des résonances acoustiques toujours imprévisibles, dépendant de l'instrument, de la façon dont on joue, de la façon dont elle se propage. Et c'est dans ce champ de résonance qu'on va voyager de façon indistincte, une musique très dans la brume, vraiment, dans les brumes. En fait, on va se frayer un chemin comme si on épousait, en l'enrichissant, ce tissu de résonance voilée. Chacune de ces notes acquiert une vie vibratoire propre et a un environnement, là encore, très peu distinct, un environnement harmonique. Mais en fait, c'est une façon
de mieux décrire ce que nous entendons à l'origine. Second choc. En fait, plus nous allons aller, et moins les chocs seront verticaux. L'énergie va se répandre en quelque sorte, et la verticalité va devenir geste, non sans créer des contextes de résonance intéressants, dans lesquels la recherche acoustique va continuer. Avec une variété infinie. Ainsi, lorsque nous entendons de nouveaux accords bientôt, c'est plus sous une forme homogène comme au début, mais une partie de l'accord va disparaître peu à peu, tandis qu'une autre partie va apparaître. De sorte que l'objet ne sera pas un objet nous délivrant l'information habituelle, ceci est un accord, ceci est un geste, mais qu'on aura bien une façon de le former qui change nos attitudes par rapport à la forme, par rapport à l'événement. Peu à peu, le mélange entre ces différentes dimensions, très verticales, événementielles, disons, et au contraire de l'ordre de l'expérience de la sonorité, se mélange de plus en plus et fusionne en sorte d'agglomérat pour composer une musique où l'événement est de plus en plus continu. Nous avons donc vu comment dans le premier cas de figure, une mélodie pouvait être travaillée timbriquement, note à note. C'était une façon, finalement, avec un seul même instrument, de développer beaucoup le principe webernien de la Klangfarbenmélodie. Nous avons vu ici comment un travail harmonique pouvait s'opérer. Nous voyons, avec la troisième de ces miniatures estrose de Marco Stroppa, Tangata Manu, comment un type d'activité musicale indéfinissable est proposé. L'harmonie de l'ombre est ici plus complexe, donc là, le travail de résonance sera plus riche, et conséquemment, j'ai plus de petits poids à placer sur l'instrument. Alors ici, il s'agit du mythe de l'homme-oiseau. Donc, le compositeur souhaite avoir un pianiste oiseau qui, pour représenter cette sorte de métaphore du vol, trouve un type de contact avec l'instrument et de mouvement manuel qui évoque un essai de vol instrumental, en quelque sorte. Là encore, bien sûr, bien difficile de définir exactement de quelle activité il s'agit. On est encore
dans un travail de frontière entre catégories et eh bien, sans doute nous avons une perception très peu, aussi peu harmonique ou que mélodique que quoi que ce soit de cette sorte de transposition du battement d'ailes dans le domaine pianistique. Plus tard également, on aura affaire vraiment à des sonorités de l'inouï pour nous amener à un passage qui sera un passage de recherche timbrique à proprement parler. 3 éléments principaux dans ce passage, des notes de basse qui, avec un travail d'étouffement adéquat, permettent de découvrir des sonorités toujours nouvelles. D'autres notes, au contraire, extrêmement feutrées, qui sont là pour étouffer le tout. Et puis, lorsque on est arrivé à percevoir dans le timbre sa partie la plus haute, sa crête en quelque sorte, alors, dans des registres les plus aigus possibles, ou si on l'imagine même, alors il s'agit d'aller mettre en valeur, d'aller cueillir au passage ces harmoniques presque inaudibles ou seulement imaginaires, et eh bien d'aller les encourager par le geste. Nous avons donc un passage qui joue en même temps sur une recherche bien physique, sur un côté presque virtuel, et dans un troisième cas de figure, ces notes plus cotonneuses sur une façon de rendre toute cette recherche plus discrète et un peu plus étouffée. Un peu plus loin, je laisse la résonance pour ne pas avoir à refaire tout mon travail de petit pois, si j'ose dire, de placement de petits pois. Nous voyons l'intérêt du compositeur à travailler vraiment au cœur du timbre, dans un passage aux harmonies fixées, qui est en fait un hommage au compositeur Berriot, et qui emprunte certaines de ces harmonies. On voit que Stroppa a parfaitement digéré la leçon de la musique spectrale et trouve des solutions pianistiques pour qu'un même accord sonne avec des différentes colorations. Et ainsi de suite. Et puis, lorsqu'on se focalise sur la base de cet accord, et qu'on comprendra que cet accord est là pour colorer la même note, le même do dièse, il y aura 1000 façons de le colorer. En fait, tout ceci est coloration du do dièse, de la même note, jusqu'à sa disparition. Et l'œuvre se terminera par un geste acoustique rejoignant le silence. Voyons ici donc combien
geste et acoustique sont liés. En fait, on s'aperçoit bien sûr que traitant de ce sujet de cette façon-là, nous sommes beaucoup concentrés sur une certaine partie de notre histoire de la musique, et nous avons cru exprimer brièvement pourquoi. Naturellement, si à certains moments de notre histoire, le timbre en tant que tel a joué infiniment moins d'importance, et bien sûr, on ne peut pas parler du timbre de la même façon à l'époque de Webern ou pendant l'époque de la musique baroque, malgré tout, les jeux de sonorité ont souvent été une façon de mettre en scène, par exemple. Et je prononce ces mots en revenant tout à l'heure à Beethoven, mais j'aimerais revenir, pour terminer ce séminaire, en fait à Schumann, qui s'est souvent livré à des petits jeux acoustiques, à des moments particuliers, au moment où il voulait inscrire un petit message au sein d'une de ses pièces, refaire entendre son thème dans les variations à bègue, écrire le nom d'un être cher à un moment donné. Et je voudrais, pour terminer, faire sonner les deux admirables dernières pages de ces papillons, où nous voyons vraiment que ici la sonorité globale est déjà fondamentale dans la façon dont elle englobe tous les types de musique existants pour leur donner une tonalité, une atmosphère, une signification particulière. Le passage commence lorsque nous entendons une dernière fois la fanfare joyeuse et très caractéristique de ces papillons. Mais tout d'un coup, ça s'arrête, nous n'avons plus qu'un accompagnement et nous sentons bien qu'on va basculer d'une musique à une autre. En fait, il s'agit d'un jeu. Il s'agit d'un jeu de bal, il s'agit d'un jeu de fête et d'une fête intérieure où on bascule d'une réalité à un souvenir. Ce n'est plus déjà que la fin de la fête, et donc la façon de vivre la fête ou de vivre notre vécu musical dans les souvenirs. Et ainsi, tout d'un coup, surgit notre musique de valse, celle qui a commencé le cycle des papillons. Et avant qu'elle ne se termine, eh bien, nos deux corps ont recommencé leur histoire. On se marche ici sur les pieds musicalement. En fait, les deux types de sonorités sont combinés. La sonorité plus lyrique, un peu plus abandonnée, et celle, au contraire, plus marquée de la musique caractéristique. Et maintenant, elles se combinent. Jusqu'au moment où, modulant, on comprend que quelque chose se passe et à nouveau, on va glisser vers autre chose. Pourquoi soudain une basse aussi marquée, aussi résonante ? Eh bien parce qu'après les 5 basses qui précèdent, ce sera la 6e, qu'elle va annoncer les 6 coups de minuit, mais surtout que cette basse s'installe pour tout le reste de la pièce ou presque. Maintenant, toutes les musiques vont revenir, entremêlées, comme dans une vision générale, comme dans une vision d'ivresse extrême, comme dans un souvenir. En tout cas, les contours s'estompent, surtout les contours de la valse, qui perd son rythme, tout en syncope. Elle perd même ses notes, une note à chaque fois.
tout se mélange, englobé dans ce ré de basse, ce même ré, celui de Chopin, celui de Beethoven, celui de Stroppa, celui en fait des règles acoustiques d'une basse qui développe des harmoniques dans lesquelles un compositeur va agir. Et soudain, alors que tout s'estompe et que tout se noie, un signal acoustique va venir, lui au contraire, très précis, très réel. Eh bien, c'est l'horloge qui sonne les 6 heures du matin, qui semble nous rentrer dans l'oreille, tandis que le reste se perd peu à peu. Nous entendons bien les 6 coups. C'est la pédale de Beethoven, ici, tenue tout du long. Et ce sont les couches de musique différentes, toutes très caractérisées. La basse, considérable, enveloppant le tout, les 2 corps, assez timbrés, la mélodie de la valse qui se perd un peu, et au contraire, qui s'estompe, la distance peut-être, comme avec Debussy, et au contraire, le signal de la cloche, incroyablement précis, en temps et en acoustique. La musique est finie, il n'y a plus qu'une conclusion, que vous avez peut-être encore dans l'oreille. Ce qui est important est ce qui vient maintenant. Un seul arpège de dominante qui va se conclure d'une façon furtive. Mais cet arpège de dominante, énoncé vraiment à mi-voix, de façon très discrète, pourquoi est-il si particulier? Parce que lorsque tout l'accord sera prononcé, les doigts se lèveront les uns après les autres, révélant chaque note de l'accord, révélant comme une petite mélodie cachée, comme Schumann sait si bien le faire, dans un geste très particulier pour cacher une clé de sa composition au moment opportun. Et c'est par ce moment-là que je vous suggère de terminer, en voyant comment un petit mystère peut être caché derrière un geste acoustique.